Crégocast, découverte sonore de chercheurs en gestion. Les atours de l'éco-respectabilité. Recyclage, seconde main, produits éco-responsables, financement d'actions de dépollution de plages, d'eau ou de sol. Les entreprises se lancent dans des opérations pour concilier activité économique et protection de l'environnement. Au risque parfois d'en faire trop et d'être accusé de greenwashing. Alors comment distinguer le vrai du faux ? Et surtout, quelles sont les actions les plus appréciées ou jugées comme les plus authentiques par le consommateur ? Dans cet épisode, nous nous intéressons spécifiquement au secteur de l'outdoor, de ces marques qui accompagnent les sportifs et les amateurs dans leurs randonnées ou excursions en pleine nature. Un secteur qui semble foncièrement éco-responsable. Alors qu'en est-il ? Pour le savoir, nous accueillons Erwan Jesquière qui a eu plusieurs vies avant de commencer une carrière d'enseignant-chercheur au Crégo, notamment au sein de cette industrie de l'outdoor. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Crégocast en direct de Besançon. Donc j'ai le plaisir de retrouver mon fidèle compère Johan. Bonjour. Bonjour Johan. Alors aujourd'hui en studio, nous avons le plaisir d'accueillir Erwan Jesquière. Erwan, bonjour, bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour, merci de me recevoir. Alors, en quelques mots, je suis aujourd'hui à terre à l'UHA, sur le campus du Green and Bright à Colmar. Donc l'UHA, c'est l'Université de Haute-Alsace. L'Université de Haute-Alsace, effectivement, et du coup, je suis en poste entre la FMA, la faculté de marketing et d'agrosciences, et l'IUT, technique de commercialisation. En étant à terre, je suis aussi et avant tout doctorant en 4e année, donc sous la direction du docteur Bernard et du professeur Belvaux. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ton sujet de thèse actuelle ? Mon sujet de thèse actuel, c'est d'essayer de comprendre comment une stratégie éco-responsable mise en place par une entreprise, ou par une marque plutôt, va être perçue par le consommateur et comment cette perception peut influencer son image, d'une part son image verte d'éco-responsabilité, et aussi la façon dont le consommateur va percevoir la marque comme étant potentiellement une marque éco-responsable ou si c'est juste une marque lambda en fait. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de travailler sur un tel sujet ? Alors, ce qui m'a donné l'idée de travailler sur un tel sujet, c'est qu'en fait, avant de me lancer dans mon doctorat et de passer à l'enseignement, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années pour une entreprise qui s'appelle Vaodé. Donc, je m'occupais de sa représentation sur le marché français. C'est une marque du secteur de l'outdoor, donc textile, tente, sac de couchage, etc. Et qui a pour particularité d'être, alors c'est discutable, mais qui se veut comme étant l'entreprise la plus éco-responsable de son domaine. Et donc du coup, en travaillant pour cette entreprise et en étant confronté régulièrement à des consommateurs, sur des salons par exemple, je me suis aperçu que d'une part, notre entreprise n'était pas perçue telle qu'on espérait qu'elle le soit, et que d'autre part, on nous citait souvent une autre marque concurrente qui est Patagonia, qui revenait très régulièrement, en particulier en nous disant « mais Patagonia fait beaucoup de soutien, de causes, d'ONG, etc. » Ce qui est très différent de la stratégie adoptée par Vaodé. Vaodé préférant s'orienter sur une stratégie de produits éco-responsables et donc d'investir tous ses revenus finalement dans le développement de produits éco-responsables. Alors justement, c'est quoi un produit éco-responsable concrètement chez Vaodé ? Vaodé, par exemple, ça a été la première marque à signer le Detox Commitment qui a été lancé par Greenpeace, qui du coup traite de l'utilisation de PFC, donc perfluorocarbone. En gros, c'est tout ce qui est composé fluoré, donc téflon entre autres, mais les CFC aussi, ça fait partie de la famille des CFC qui ont causé le trou dans la couche d'ozone, etc. Dans le milieu de l'outdoor, c'est extrêmement utilisé parce que ça a des capacités déperlantes, donc ça permet au textile de repousser l'eau tout simplement, donc de ne pas s'imprégner d'eau et donc de rester imperméable plus longtemps.
Et donc, c'est très fortement utilisé dans cette industrie-là. Et donc, VAOD a pris cet engagement de retirer ces matières premières de ses produits et a été la première marque à réussir à supprimer entièrement ces matières premières nocives de ces gammes de produits, sachant que ce sont des gammes quand même très vastes. Alors que beaucoup de concurrents qui se disent éco-responsables, à ce jour, ne l'ont toujours pas fait. Donc toi, tu t'es retrouvé face à un dilemme. Tu es dans le business d'une certaine manière. Tu te rends compte que VAOD, ils ont un engagement vraiment éco-responsable, très peu perçu par les consommateurs. À l'inverse, des marques comme Patagonia ont un faible engagement sur des produits éco-responsables, mais ont une perception très forte de marques vertes. Ouais, alors à nuancer, c'est-à-dire qu'à l'époque où je travaillais pour VAOD, effectivement, si on regardait les gammes Patagonia, la plupart de leurs produits n'étaient pas éco-responsables. Donc là, on parle des PFC parce que c'était un gros dossier à l'époque où je travaillais pour eux. Mais rien qu'en dans l'utilisation de matières recyclées, de matières alternatives, donc de matières naturelles plutôt que de matières synthétiques, etc. Clairement, il n'y avait pas d'effort fait ou très très peu à cette époque-là. Chez Patagonia. Par contre, Patagonia avait une très très forte stratégie de soutien aux causes et de marketing en général, donc avec des campagnes comme Sauver nos rivières, il y avait N'achetez pas cette veste qui a fait beaucoup de bruit, enfin bon voilà, beaucoup de belles campagnes de communication pour le coup, et surtout du soutien à des ONG, à des causes, etc. et en faisant la promotion de ce soutien-là, alors que VAOD avait vraiment la stratégie opposée. On fait des produits éco-responsables et voilà. Comment tu expliques justement que VAOD n'ait pas communiqué davantage sur ses produits et justement sur le fait qu'à côté, Patagonia, ils avaient les arguments pour dire Patagonia, il y a beaucoup d'esbroufs de communication, mais finalement, si on regarde les produits, on est plus responsable qu'eux. Alors, tout ça, c'est une question de perception, quoi. Parce que, effectivement, si on s'intéresse, et moi, c'est mon cas, je considère qu'il vaut mieux faire des produits éco-responsables que de donner des bénéfices faits dans de mauvaises conditions pour régler les problèmes qu'on a causés. Mais potentiellement, il y a des consommateurs qui considèrent que c'est tout aussi valable de donner à des ONG pour régler les problèmes que d'essayer de régler le problème soi-même. Donc, on peut pas considérer que Patagonia faisait moins que VAOD, il faisait différemment. Et moi, en tant que consommateur, je trouvais que c'était pas la bonne manière et que la manière de l'entreprise pour laquelle je travaillais était meilleure. Évidemment, je travaillais pour eux. Mais même d'un point de vue moral, je préfère cette vision-là. Et à partir de ce questionnement ou de ces constats, comment tu as transformé ça en un projet de recherche ou en une recherche qui peut apporter un éclairage ? C'est-à-dire qu'il y avait deux façons de voir les choses. Soit on se disait, Patagonia, ils réussissent parce que ils ont une grosse force de frappe, parce qu'ils ont les budgets qui leur permettent d'avoir des grosses campagnes de communication. Soit c'est parce que leur stratégie, donc le soutien à des causes, est perçu de façon plus positive finalement que d'avoir des produits éco-responsables. Donc c'était soit l'un, soit l'autre. Et donc du coup, c'est ce qui m'a un petit peu lancé dans ma démarche de recherche, à me poser la question de est-ce que la littérature déjà nous apprend des choses là-dessus ? La littérature nous apprend dans l'ensemble que les deux stratégies fonctionnent d'un point de vue théorique. L'autre élément qui est important là-dedans, c'est la durée de l'engagement, mais que ce soit VAOD ou que ce soit Patagonia, on a des durées d'engagement qui sont longues dans la cause éco-responsable. Donc du coup, il nous restait deux éléments, l'élément communication, mais c'est pas spécialement mon domaine, et puis je trouve ça très cynique de se dire qu'en fait, ils obtiennent leur image de marque juste parce qu'ils ont une force de frappe de communication beaucoup plus importante que celle de VAOD, tout simplement parce que financièrement, c'est une beaucoup plus grosse entreprise. Donc du coup, je me suis focalisé sur l'autre question, qui est une question marketing qui du coup correspond plus à mon domaine de recherche, qui est du coup de savoir lequel de ces facteurs de stratégie permet d'obtenir une image verte, tout simplement. Entre faire des dons à des causes et développer des produits éco-responsables. C'est ça le... Et oui, exactement. Ouais. Alors après, oui, dans ma thèse, je vais un petit peu plus loin parce que je mobilise la durée aussi. Dans mon expérience professionnelle, je comparais deux entreprises qui avaient une durée d'engagement longue. Donc c'était pas, sur ce point-là, c'est pas ça qui m'avait fait tiquer à l'époque. Mais effectivement, aujourd'hui, donc on a ces trois éléments, que ce soit la durée, le don à des causes et l'éco-responsabilité de la gamme de produits, en fait.
Comment on fait pour tester, alors pour déterminer si c'est la durée, si c'est plutôt le soutien aux causes, ou c'est sans rentrer dans des détails techniques, mais c'est quoi la stratégie du chercheur qui va permettre de répondre finalement à la question? Pour essayer de répondre à la question, du coup, nous on mobilise tout simplement un modèle d'expérimentation. Finalement, c'est un modèle relativement scientifique. On reste dans une science humaine, hein, mais on essaye de mobiliser justement. Alors ce serait presque le double aveugle en médecine finalement, à savoir que on prend différents groupes de consommateurs et à chaque groupe de consommateurs, on les met dans une situation en leur détaillant l'engagement éco-responsable d'une marque. Et donc du coup, pour chaque groupe, on fait varier le niveau d'engagement de la marque et on regarde si on obtient des attitudes différentes, un niveau d'image verte différent, une crédibilité perçue de l'entreprise qui est différent. Et ça nous permet d'identifier finalement quelle combinaison d'attributs donne quelle combinaison de réaction du consommateur en fait. Donc tu as inventé un scénario avec une marque et tu fais varier différents contextes, la durée d'engagement, le don à des associations, etc. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Donc j'ai plusieurs scénarios, je crois qu'au total j'en ai 8. Et du coup, dans chaque scénario, c'est une marque fictive pour essayer de réduire tous les biais possibles d'image préalable de la marque, parce qu'on peut être confronté à des consommateurs qui connaîtraient la marque et qui auraient soit une image très positive ou très négative de cette marque-là. Oui, typiquement Patagonia, si on prend Patagonia, oui. Ça ferait couler beaucoup d'encre et ça biaiserait tes résultats. Ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que partir sur une marque fictive, ça permet de réduire tous les biais potentiels d'un attachement potentiel préalable à la marque ou d'une mauvaise perception préalable de la marque, quoi. Alors c'est un travail en cours. Ouais. Est-ce que tu as déjà sans tout dévoiler, mais des petits résultats peut-être surprenants, des choses étonnantes ou qui confirment peut-être déjà des intuitions? Ouais, tout à fait. Ouais. Alors des choses qui confirment des intuitions oui, plusieurs choses. Sur notre étude pilote, par exemple, on s'est aperçu que la stratégie la plus forte qu'on proposait était effectivement perçue de façon différente de la stratégie faible, donc la plus faible du scénario. Par contre, dans notre scénario témoin, parce qu'on a évidemment un témoin pour s'assurer qu'on observe bien des variations réelles, et dans notre situation témoin qui présentait juste une entreprise en disant voici une entreprise qui fabrique des pâtes et qui vend ses produits, qui n'a pas spécialement de mauvaise réputation, on obtenait les mêmes résultats que quand on mettait en place un scénario qui était faible. Et ça, on s'y attendait pas. Donc ça sert à rien finalement, de faire des efforts si c'est trop faible. On peut se poser la question, effectivement. Alors justement, c'est un des éléments qu'on va essayer de mettre en évidence sur les résultats suivants. Mais alors, on peut le voir de deux manières. On peut le voir d'une manière où en se disant, si on fait pas beaucoup d'efforts, finalement, mieux vaut ne rien faire, certes. On peut aussi le voir d'une façon un petit peu plus positive en se disant que ça protège quand même les entreprises qui font vraiment l'effort de s'impliquer dans leur stratégie éco-responsable, qui ont une vraie démarche responsable, qui croient finalement en leurs valeurs, parce que sinon elles n'auraient pas des engagements longs et beaucoup d'implication dans leur stratégie. Et donc du coup, oui, c'est peut-être décourageant pour les entreprises qui ne seraient peut-être pas sérieuses dans leur envie d'avoir une démarche éco-responsable. Par contre, c'est plutôt encourageant de se dire que pour les marques qui ont une vraie envie et une vraie démarche éco-responsable, celles-ci sont récompensées et ne vont pas être finalement concurrencées dans leur démarche par ce qu'on pourrait finalement appeler du greenwashing en fait. Alors moi, j'aimerais bien juste revenir sur la différence entre VAOD et Patagonia, parce qu'on parle beaucoup de durée de l'engagement et aussi de rôle d'impulsion d'un dirigeant charismatique, d'un leader, de quelqu'un qui, notamment dans ces entreprises de taille intermédiaire, qui arrive à faire changer un peu les mentalités. Et je crois qu'il y a un peu ça, il y a deux personnalités un peu distinctes entre VAOD et Patagonia, mais qui, chacune à leur manière, ont impulsé deux stratégies différentes certes, mais deux stratégies d'engagement tout à fait environnemental. Chez Patagonia, c'est Yvon Chouinard qui est du coup le fondateur de l'entreprise, qui a aussi fondé Black Diamond. Et il me semble, je suis plus sûr maintenant. Mais en tout cas, Yvon Chouinard qui a créé cette Patagonia, qui a dès le début, en tout cas, souhaité avoir un engagement RSE, parce qu'il y a pas que l'éco-responsabilité dans sa démarche. Il a écrit un livre, Laisser mes collaborateurs aller surfer, avec une démarche très inclusive et très RSE. Enfin bref,
une démarche intéressante. Et évidemment, comme beaucoup de choses américaines, en termes de communication et de taille que ça prend, ça va très loin. Et chez VAOD, on est sur une marque qui est plutôt ancienne et qui a pris un virage éco-responsable, en fait, il y a plus de 20 ans maintenant, quand la fille du créateur de la marque a pris les rênes. Donc, c'est Antje van de Wit, qui a, donc, il y a plus de 20 ans, donc avant que l'éco-responsabilité soit vraiment un sujet important dans le milieu de l'outdoor, elle a choisi de prendre ce tournant-là et cet engagement, qui du coup est un engagement qui est propre à ses valeurs personnelles et qui se voit tous les jours dans son comportement et dans ses choix personnels aussi. Donc de ce côté-là, on ne peut pas remettre en question sa motivation et ses valeurs, quoi. Oui, donc il y a deux cultures aussi, assez allemande d'un côté, où c'est de l'imprégnation au quotidien, et du côté américain, où on va plutôt essayer de montrer ce qu'on fait, quoi, de montrer finalement ses engagements, alors que dans l'autre, c'est une imprégnation qui n'a pas besoin de paroles, qui se manifeste par des actes. C'est vrai que c'est un peu ça, quoi. C'est le côté allemand, on fait les choses et puis on fait les choses bien et on considère que ça suffit, qu'il n'y a pas forcément besoin de communiquer. Alors après, sur leur marché national, ça fonctionne. Parce que VAOD a plutôt une bonne image, en tout cas une forte notoriété et une image éco-responsable sur leur marché national. Le problème, c'est qu'à l'échelle internationale, juste les actions n'est pas forcément suffisant pour réussir à réellement percer ou en tout cas à se faire connaître pour nos engagements éco-responsables. Parce qu'effectivement, si vous prenez un produit VAOD, vous avez quelques étiquettes qui vont mettre en avant l'éco-responsabilité du produit. Mais bon, déjà, il faut lire l'étiquette. Il faut avoir toute cette démarche-là. Et si on ne le fait pas, moi, je sais que, pour la petite anecdote, quand on était sur les salons, 95% des gens, ils venaient nous dire « Ah, VAOD, je connais. Ah, cool, vous connaissez notre engagement éco-responsable. Non, c'est des super produits. Ça fait 20 ans que j'ai mes sacoches de vélo. Elles sont increvables. C'est un super produit. » Puis bon, du coup, après, on en profitait pour enchaîner et dire « Ah ouais, mais vous savez que... » Et bon, voilà, donc... C'était frustrant. Alors, c'est agréable de savoir qu'on a des produits de qualité qui sont perçus en tant que tels et qui sont appréciés par le consommateur, mais bon, c'est sûr qu'on aimerait... à l'époque, on aurait aimé être connu pour les valeurs qu'on souhaitait véhiculer et le positionnement qu'on souhaitait avoir. C'est toujours finalement un problème de stratégie marketing et de positionnement voulu et positionnement perçu. Et là, clairement, il y avait un différentiel quand même assez fort, malheureusement. La thèse, c'est pour bientôt. Et les recherches futures, alors, à l'avenir, qu'est-ce que tu comptes faire ? Recherche future, je pense rester un petit peu sur le même axe, parce que aujourd'hui, j'ai exploré un certain nombre d'axes. Mais par exemple, il y a la représentativité des produits éco-responsables dans une gamme. Je le mobilise, mais peut-être qu'on peut aller plus loin pour un petit peu se poser la question de est-ce que le consommateur perçoit vraiment une différence quand on a seulement des produits éco-responsables ou quand on en a 2 ou 3, histoire de dire qu'on fait de l'éco-responsabilité. On va le mobiliser, on va le tester, mais c'est vrai qu'on peut aller plus loin sur ce point-là. Un autre point sur lequel moi j'aimerais peut-être travailler dans l'avenir, c'est la représentativité de la durée de l'engagement. Alors c'est un petit peu barbare, mais en gros, c'est de dire une entreprise qui vient d'être créée, qui a 2 ans, et qui a 2 ans d'engagement éco-responsable. Alors, par expérience, je peux dire qu'elle sera considérée comme étant éco-responsable, parce que c'est ce qu'on a observé sur le marché de l'outdoor quand il y a eu une marque qui s'appelle Lagoped, qui est une marque française, qui fait du coup des produits éco-responsables à base de membranes recyclées, de textiles recyclés, etc. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Et en fait, c'est une marque qui s'est créée et qui a tout de suite fait de l'éco-responsabilité et qui, du coup, dans le milieu de l'outdoor, a directement été considérée comme étant éco-responsable. Donc, du coup, mobiliser la durée, intrinsèquement, en fait, c'est pas uniquement la durée, c'est la durée par rapport à la durée d'existence de l'entreprise. Et donc, du coup, si vous avez une entreprise qui a 100 ans, qui est éco-responsable depuis 10 ans, peut-être que le consommateur va percevoir que c'est pas grand-chose. Alors que là, dans le cas de cette entreprise, l'entreprise a été créée, elle a été tout de suite positionnée comme étant éco-responsable, elle a été perçue directement comme étant éco-responsable. Donc du coup, c'est quelque chose qui est pas vraiment testé et discuté à l'heure actuelle dans la littérature, et qui, à mon sens, peut aussi avoir un certain attrait en termes de recherche, quoi. Donc, oui, et puis l'incarnation peut-être aussi de la personne, ou du dirigeant, ou des membres qui... Non, ça c'est pas un... C'est un bon outil de communication, parce qu'on le voit, Antje, pour VAOD, elle fait beaucoup de congrès, ce genre de choses, de communication. Il me semble qu'elle écrit des livres aussi, du coup, sur le marché allemand, ça fonctionne bien.
Yvon Chouinard, toutes les personnes qui font un peu de l'outdoor, qui s'intéressent un peu à l'éco-responsabilité, ils connaissent parce qu'il a écrit des livres, pas uniquement à cause de Patagonia et pas uniquement à cause du management qu'il a mis en place, etc. Donc c'est d'excellents moyens de communication. Mais si on prend l'exemple de la Gopette, par exemple, le créateur est pas spécialement charismatique. On en a parlé dans les magazines spécialisés, évidemment, mais je pense que 95% des gens qui étaient en mesure de me dire « Oh, t'as vu, la Gopette est sortie, c'est une marque française et c'est éco-responsable », je pense qu'ils savaient pas qui était le créateur, ils connaissaient pas spécialement le nom de la personne. De la même manière, Picture, qui est l'autre grande marque éco-responsable en outdoor français, c'est très connu. Mais pareil, leur leader, alors c'est enfin leur leader, leur directeurs ou leurs créateurs sont un peu connus. Ils ont fait 1 ou 2 opérations de com où ils se sont mis tout nus pour faire des photos en plein milieu de la montagne, je sais plus quoi. Mais bon, personne n'est en mesure de les reconnaître nécessairement sur une photo. Enfin, c'est pas des leaders charismatiques, quoi. Contrairement à Yvon Chouinard ou Entier pour Vaudet en Allemagne. Donc non, je pense que c'est bien de l'avoir. Ça peut être potentiellement intéressant comme outil de communication. Je pense pas que ce soit une nécessité aujourd'hui, quoi. Très bien, mais merci beaucoup et bonne continuation pour tes recherches, Erwan, et surtout bon courage pour la fin de la thèse. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.